Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet qui peut poser quelques difficultés. Il s'agit de mélanger les verts. Le vert est bien sûr une couleur très importante si on peint les natures mortes, des paysages, des fleurs, etc. La nature en général, il y a toujours beaucoup de vert et ça pose difficulté. Alors dans la première partie de ma vidéo, je vous montre comment on mélange les verts avec une palette de couleurs moderne. Dans la deuxième partie de ma vidéo, je vous montre comment les anciens maîtres de la peinture mélangeaient les verts. Vous allez voir que c'est très différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous montre également quelques exemples de tableaux pour que vous voyez de quoi il s'agit. Et finalement, on va essayer de trouver les couleurs des feuilles qu'on trouve dans un jardin, dans la nature, et voir comment ces couleurs se retrouvent sur notre palette, sur notre nuancier. Je vous invite à me suivre et utiliser les peintures que vous avez chez vous. Moi, j'ai ici la plupart de mes bleus et de mes jaunes que j'utilise souvent. Et vous pouvez bien sûr utiliser les peintures que vous avez chez vous et faire votre nuancier, qui est toujours une bonne chose à faire et toujours intéressant de garder pour le futur, pour savoir ce que vous pouvez faire avec les peintures que vous avez chez vous. Je vous mets tous les descriptifs, tous les noms des produits que j'utilise en descriptif de vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver toutes les couleurs que j'utilise et je vais parler en détail de chacun de ces mélanges tout au long de cette vidéo. J'ai choisi des jaunes et des bleus qui sont assez différents pour vous montrer la variété de verts qu'on peut mélanger. Je parle de mélanger les verts aussi dans mon fascicule Apprendre à peindre les fleurs que j'ai publié récemment, que vous pouvez aussi trouver dans ma boutique Etsy. Je vous mets tout ça en description de vidéo. Et effectivement, mélanger des verts, comme j'ai dit, ça peut poser problème parce que bien, ce n'est pas aussi simple et on peut facilement avoir des verts qui sont trop vifs, trop synthétiques. Et je conseille vraiment vivement d'apprendre à mélanger vos propres verres plutôt que d'utiliser des verres sortis du tube. Parce que, comme je parle dans mon fascicule souvent, les verres sortis du tube sont très très synthétiques et très agressifs. Je vais commencer avec le tout premier mélange ici, bleu céleste clair, et la peinture à gauche, c'est du jaune ocre. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que les deux peintures sont opaques. Et donc forcément, le mélange qui en résulte sera aussi opaque. Alors les proportions ici, je ne peux pas vous donner les quantités exactes, il faut vraiment essayer. Mais le but, c'est d'arriver à quelque chose qui se rapproche du vert. Parfois, ce ne sera pas forcément un vert sapin de Noël, mais quelque chose qui s'approche du vert. Donc, doser le mélange pour arriver à quelque chose qui ressemble à un vert. Et le vert que j'ai ici, vous voyez qu'en fait, c'est un vert, je dirais presque olive, très neutralisé. Mon deuxième mélange, également bleu céleste avec jaune cadmium foncé, va être un petit peu plus clair parce que mon jaune est transparent. Donc forcément, mon mélange va être plus transparent aussi et on va deviner le blanc du papier. Donc ça sera beaucoup moins opaque et moins couvrant. Et bien sûr, l'opacité d'une peinture, il faut en tenir compte quand on mélange une couleur parce que ça va changer notre perception de la couleur. Si vous avez une feuille blanche, le blanc va transparaître avec un mélange plus translucide, moins opaque.
Et si vous avez une surface qui est teintée, comme c'est parfois le cas, aussi on peut peindre sur un support qui est déjà coloré, et bien dans ce cas-là, bien sûr, c'est aussi très important de savoir si votre mélange va être transparent ou opaque. Mon troisième mélange, c'était avec du cadmium moyen. Et là, mon quatrième mélange, c'est du jaune citron d'une marque donc qualité artiste. Et le jaune tout en bas est également un jaune citron, mais de la marque Le Franc-Bourgeois. Et j'ai choisi ces deux jaunes citrons juste pour vous montrer que le même nom, mais deux fabricants différents, peut donner en fait des couleurs, des variantes très différentes. Et on le voit même sur la caméra, le jaune citron, le Franc-Bourgeois tout en bas et le deuxième à partir du haut, jaune citron d'une autre marque, assez différent. Quelqu'un vient m'aider avec le pinceau en bas. C'est ma fille qui s'amuse avec mes pinceaux. Elle aime bien venir regarder quand je peins, quand j'enregistre les vidéos. Deuxième mélange sur ce nuancier moderne, donc avec des couleurs, la façon dont on mélangerait les verts maintenant, avec ce bleu turquoise. Et vous voyez le premier mélange que j'ai fait, bleu turquoise et ocre, eh bien ça neutralise énormément ce bleu. Deuxième mélange avec du jaune cadmium foncé, un vert assez riche. Et la particularité du bleu turquoise, c'est qu'il y a déjà une touche de vert dans ce bleu. En fait, pour mélanger du turquoise, il faut prendre un bleu et un vert. Donc c'est déjà un bleu qui est teinté de vert. Et forcément, ça influence le résultat final quand on mélange un vert avec ce turquoise. Bleu turquoise avec ce jaune citron. La première variante de mon jaune citron qui est, je trouve, beaucoup plus chaude que la variante en bas de Le Franc-Bourgeois. Et le jaune citron est en fait le jaune le plus froid qui existe. Alors ça fait un peu bizarre de dire qu'on a un jaune qui est froid parce qu'on a tendance à croire que le jaune est une couleur chaude. On pense au soleil, aux fleurs, etc. Mais dans la gamme des jaunes, le jaune citron est le jaune le plus froid le pigment le plus froid qui existe, pour le jaune en tout cas. Et c'est frappant comme ces deux jaunes du même nom n'ont pas du tout la même valeur. Déjà, un est beaucoup plus clair que l'autre et également n'ont pas la même température. Donc comparez toujours différentes marques et choisissez celui que vous préférez. Moi, personnellement, je préfère le jaune citron de Le Franc-Bourgeois. J'aime beaucoup cette marque aussi pour la qualité de leur peinture et la richesse de leurs pigments. Je trouve que le pouvoir couvrant de ces peintures, la quantité de pigments et la qualité de pigments qu'ils mettent dans leur tube est vraiment excellente. Pas forcément en plus cher que d'autres marques. Ici, le troisième bleu, il s'agit du bleu Outre-mer, qui est un bleu transparent, à la différence des deux premiers. Donc j'ai dit le bleu céleste est un bleu opaque, le bleu turquoise également, et le bleu Outre-mer est un bleu très très transparent. Bien sûr, si on l'applique par couches très épaisses,
on peut arriver à quelque chose d'opaque, mais en général, si on veut avoir cette belle couleur bleutée, eh bien, on applique une couche qui est comme ici, on laisse transparaître le papier, le support, et on profite de cette transparence, de cette peinture. Et vous voyez à quel point ce bleu, qui est vraiment le premier, je dirais, vrai bleu de cette série, le premier était un bleu mélangé avec du blanc. Ce bleu céleste est le deuxième, un bleu turquoise, donc une touche de vert. Et ce troisième bleu outre-mer, un vrai vert. Regardez à quel point ces mélanges sont différents. Cette troisième rangée est différente des deux premières. La première est bien sûr beaucoup plus claire parce que notre bleu de départ est beaucoup plus clair. La deuxième est vraiment bleutée, on le voit clairement en comparaison avec cette troisième rangée. Et cette troisième rangée, je dirais qu'on s'approche vraiment des verts très, très naturels qu'on peut vraiment s'imaginer dans la nature. Encore un bleu que j'aime beaucoup, mais le bleu c'est ma couleur préférée, ma teinte préférée. Et le bleu de Prusse est une variante très belle. Également, transparent, semi-transparent, suivant l'épaisseur qu'on applique, mais également une très belle coloration. Alors, j'ai aussi remarqué que il y a pas mal de variations entre différents fabricants. Donc, si vous avez vraiment une couleur qui vous plaît, changez de marque. Vous allez probablement voir qu'il y aura une différence si vous êtes vraiment habitué à utiliser une marque, un certain type de tube de ce bleu de Prusse. Et regardez à quel point le jaune ocre va neutraliser ce bleu de Prusse. Et en fait, ce n'est pas étonnant parce que si vous regardez le cercle chromatique, cet outil vraiment indispensable que je vous conseille, si vous n'avez pas encore de vous le procurer, si vous regardez cet outil, eh bien le bleu et l'orange sont des couleurs complémentaires, donc vraiment à l'opposé l'une de l'autre, ce qui veut dire que quand on les mélange, on va arriver à quelque chose de neutre, gris neutre ou disons un brun qui tire un peu sur le gris. Et c'est pour cette raison-là que j'ai choisi de prendre le jaune ocre dans ma série de jaunes, parce que c'est un jaune qui tire un peu sur l'orange, qui a une composante orange, et l'orange et le bleu se neutralisent pour donner des teintes très naturelles, qu'on peut vraiment retrouver dans la nature. Et c'est vraiment intéressant d'inclure ce jaune ocre qui est également une couleur très naturelle, couleur terre, couleur également souvent dans les végétaux on retrouve des herbes séchées, etc. Ce jaune ocre peut être très très utile. C'est la raison pour laquelle je l'ai inclus dans ce petit test, ce petit nuancier, parce que uniquement des jaunes ne vont pas donner la même richesse de mélange. Et l'ocre est vraiment une peinture. Si vous faites des images basées sur la nature, vous voulez avoir des mélanges naturels, c'est vraiment une couleur indispensable. J'ai une leçon qui parle de mélanger des couleurs plus naturelles. Je vous mets également le lien vers cette leçon de ma série de Apprendre à peindre pour tous. Et je parle de effectivement mélanger des couleurs plus naturelles pour peindre des paysages par exemple. Et je parle aussi de
la difficulté de ces verres sortis du tube. Mais cette fois-ci, je me suis dit, on va prendre le temps et vraiment faire ce nuancier pour apprendre à mélanger les verres. Et moi, je vais le garder parce que c'est vraiment très utile d'avoir ça chez soi. Faites ça avec les tubes que vous avez chez vous et vous allez savoir qu'est-ce qui se passe quand on mélange les couleurs que vous avez. Alors bien sûr, la variété est infinie parce que chaque case peut bien sûr aussi être modifiée. Donc le mélange que j'ai là, par exemple, le bleu indigo avec jaune ocre, je peux y rajouter du blanc et désaturer encore plus mon mélange, mon bleu. Je peux y rajouter du noir. Je peux diluer ce mélange simplement avec un médium ou de l'eau ou votre médium si c'est de l'huile. Si vous faites de la peinture à l'huile, même chose avec l'aquarelle, je peux procéder avec beaucoup moins de pigments en ajoutant plus d'eau. Donc même chaque case va avoir une infinité de gradations suivant si on y ajoute du blanc, du noir ou même du gris, un mélange de blanc et de noir, et simplement en la diluant encore plus avec de l'eau du médium. Et là, je vais travailler assez vite pour ne pas laisser sécher ma peinture. C'est de l'acrylique, comme vous voyez, et ça sèche très vite. Et je veux essayer de faire ça et ne pas laisser sécher mes touches de bleu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ce bleu indigo, cette rangée-là. Le bleu indigo est très très foncé et on peut en fait l'utiliser à la place du noir. On peut dire que c'est un noir chromatique. Donc si vous ne voulez pas utiliser de noir, vous pouvez très bien utiliser vous pouvez l'utiliser comme la valeur la plus foncée de votre image parce qu'effectivement, c'est très très foncé sur l'échelle de valeur. Et c'est comme vous voyez dans ma série, c'est le bleu le plus foncé qui peut être également très dilué et transparent à l'état dilué, mais très couvrant et très riche avec un pouvoir teintant très très fort à l'état concentré en plusieurs couches. Et là, je rajoute simplement un peu plus de peinture parce que j'arrive au bout. Je trouve que entre mon cadmium foncé et mon cadmium moyen, donc le deuxième à partir du haut et le troisième à partir du haut, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Et je ne sais pas si c'est vraiment utile d'avoir ces deux variantes. En tout cas, les deux tubes que j'ai moi, je trouve que la différence n'est pas assez marquée pour justifier d'avoir les deux variantes. Et peut-être que ça, c'est quelque chose à expérimenter, acheter une autre marque, deux marques différentes, un cadmium moyen, jaune cadmium moyen d'une marque et un jaune cadmium foncé d'une autre marque. Parce que les deux variantes que j'ai là, je trouve qu'elles sont très très proches et ce n'est pas vraiment justifié d'avoir deux tubes qui sont aussi similaires. Alors à nouveau ici un nouveau bleu, bleu de cobalt et mon jaune ocre et vous voyez à nouveau le même effet. Les deux se neutralisent pour donner un gris brun, un très très beau mélange, mais vraiment assez loin du vert dans le sens qu'on attend d'un vert pour peindre des feuilles, des branchages, etc. Mais par contre, une couleur très naturelle
Et si on vous demande mélangez-moi ça, ce n'est pas évident d'y arriver sans savoir qu'en fait ce type de couleur provient d'un mélange de couleurs complémentaires. Par contre, si vous avez fait ce petit exercice, vous allez savoir que ce n'est pas du violet, ce n'est pas un gris avec du violet, c'est vraiment du bleu cobalt avec un touche de jaune d'ocre. Et ça nous donne cette couleur neutre qui peut être très très utile pour avoir un effet naturel dans vos peintures. Et comme j'ai dit, le dosage ici entre les deux, c'est vraiment... Il faut essayer, il faut voir simplement ce qui m'approche le plus d'un vert. Alors, ce ne sera pas forcément toujours un vert, mais juste pour avoir une idée à quoi ça ressemble quand on mélange les deux. Bleu de cobalt qui est un bleu froid, presque, je dirais, un tout petit peu violacé, teinté de violet. Et si vous apprenez, en tout cas je sais beaucoup de peintres qui sortent d'études classiques, souvent j'entends dire qu'il n'y a que deux bleus vraiment qui sont utiles, et c'est le bleu outre-mer et le bleu de cobalt. En tout cas, beaucoup de peintres classiques que vous connaissez probablement qui ont peint des impressionnistes, etc. Très souvent, l'école classique dit que vous n'avez besoin que ces deux bleus-là, bleu de cobalt et bleu outre-mer, et tout le reste n'est que mélange. En tout cas, ça c'est la théorie qu'on vous apprend si vous faites des études académiques. Souvent, c'est ce que j'ai entendu dire. Le bleu phthalo, qui n'est pas du tout un bleu classique standard, en fait, le bleu phthalo et le vert phthalo sont des pigments relativement récents dans l'histoire de la peinture. Ils ont été inventés, synthétisés en 1930, à peu près vers 1930. D'abord la version bleue, ensuite la version verte. Et ces deux pigments sont extrêmement riches, extrêmement saturés. Il faut très peu de cette peinture pour avoir un effet colorant, un effet teintant absolument fabuleux. Donc, un pouvoir teintant très très élevé pour ces peintures, pour ces pigments, et des couleurs vraiment très uniques. Alors, le bleu phthalo et le vert phthalo, je dirais pas que ce sont des couleurs qui sont naturelles, parce qu'elles sont vraiment très extrêmes, mais elles sont très utiles et peuvent être très utiles en mélange. C'est pour ça que j'ai inclus le bleu phthalo dans cet exercice de mélange de verts. Vous voyez que les verts que j'obtiens avec le bleu phthalo sont assez différents des autres. Ils sont beaucoup plus, je dirais, émeraude, riches, saturés déjà en termes de quantité de pigments, et vraiment complètement une autre approche. Regardez ce vert-là que je suis en train de mélanger là, très différent de tous les autres que j'ai mélangés auparavant. J'aime beaucoup le bleu phthalo en mélange avec du noir aussi. On arrive à avoir de très beaux mélanges. Pas forcément une couleur naturelle, mais pas forcément pour du figuratif également, pour de l'abstrait. Cette couleur-là, qui s'appelle le bleu saphir, également de la marque Le Franc-Bourgeois, le bleu phthalo que j'utilise aussi est également le Franc-Bourgeois. J'aime beaucoup ces deux
bleu là. Le bleu saphir est vraiment une couleur que j'ai achetée il n'y a pas longtemps et je trouve assez intéressante parce que ça tire un tout petit peu vers le vert, mais ce n'est pas vraiment du turquoise. C'est une couleur qui peut vraiment donner de très beaux bleus en mélange avec d'autres ou même à l'état pur. Et également une très grande saturation en pigment, donc vraiment très bel effet. Et vous voyez également ici un autre type de vert avec ce bleu saphir. Avec mon cadmium foncé, cadmium jaune de cadmium foncé et mon jaune de cadmium moyen. Et bien sûr, il n'y a pas de cadmium, donc ce métal qui est extrêmement toxique, dans ces jaunes que nous utilisons actuellement. Il n'y a pas de cadmium. Ce sont des substituts, donc des pigments qui ressemblent, qui copient, qui imitent ces pigments classiques jaune cadmium sans avoir le métal toxique. Malheureusement, dans le passé, beaucoup de pigments étaient à base de différents métaux. Et le cadmium en est un, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement toxiques. Donc, autant que possible, l'industrie a remplacé ces éléments toxiques par des choses synthétiques qui ne sont pas nocives pour notre santé. Et voici mon nuancier fini. Donc vous voyez, ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'espère que ça vous incite à faire le même exercice chez vous avec vos peintures, vos tubes à vous, que ce soit à l'aquarelle, à l'huile, à acrylique ou même crayon aquarellable ou feutre, suivant ce que vous préférez, parce que c'est extrêmement utile de voir ça. Et ça, ce sont vraiment, regardez, ça c'est la rangée de couleurs très neutralisées. Tout ceci, on ne pense pas à ce type de combinaison, voilà, les couleurs complémentaires quand on parle de vert, mais quand on prend certaines couleurs, on arrive vraiment à des mélanges très clairs. Et moi, j'aime beaucoup ce bleu céleste jaune ocre, bleu phthalo et jaune citron également, des très très bons mélanges. Vraiment une très grande diversité dans ces verts. Maintenant, je veux vous parler de mélange avec du noir et du jaune. Alors, oxyde de noir, noir ivoire et ce qu'on appelle lampe black ou noir de fumée. Et là, c'est une peinture acrylique, je crois le tube a coûté 1 €, donc sans nom, aucune idée ce qu'il y a dedans. Et pourquoi je prends du noir avec mes jaunes que j'ai utilisés auparavant? Parce que vous allez voir, c'est l'ancienne palette qui a été utilisée pour mélanger des verts avant que les pigments synthétiques ont été inventés. Donc les grands maîtres de la peinture classique n'ont pas utilisé de bleu et de jaune, ils ont utilisé d'autres pigments pour mélanger leurs verts. Et je vais ici simplement tester les différents noirs pour voir à quel point ils sont différents en essayant de diluer progressivement en ajoutant un petit peu d'eau à chaque fois parce que plus on dilue, plus on va vraiment voir la vraie couleur du noir. Et c'est bizarre de dire ça comme ça, mais le noir est une couleur. Également, comme chaque couleur, il aura des températures différentes. Et c'est ça que je veux tester avec ces différentes dilutions. Donc ça, c'était du noir ivoire. Et maintenant, le noir oxyde. Le noir oxyde est probablement le noir le plus, je dirais, neutre, le noir pur, dans le sens que
Il n'est ni trop chaud ni trop froid. Et là, à nouveau, je procède par dilution simplement pour voir à quel point cette couleur change. Et vous avez peut-être entendu dire qu'il ne faut pas utiliser de noir pour assombrir vos couleurs. Mais peut-être que vous l'avez entendu, mais vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on vous dit ça dans vos cours de peinture. Eh bien, la raison, c'est que le noir est aussi une couleur. Quand vous mélangez le noir avec vos autres couleurs, ce n'est pas simplement ajouter du noir, c'est modifier la couleur. Et c'est probablement pour cette raison-là que vous avez entendu dire ne mélangez pas de noir, n'utilisez pas de noir dans vos peintures, dans vos tableaux, parce que le noir est une couleur qui va influencer vos couleurs sans forcément, pas forcément dans la direction souhaitée. La petite expérience que nous allons faire maintenant, de mélanger le noir avec le jaune, vous allez voir à quel point c'est surprenant. Alors le quatrième noir, je l'appelle le noir sans nom parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est juste un tube noir que j'utilise et je veux aussi tester, voir la différence. Je trouve qu'il a une température plus chaude que les autres déjà. Alors juste très rapidement, le noir ivoire, c'est du noir qui historiquement en tout cas a été fait à partir donc en brûlant de l'ivoire. Maintenant, bien sûr, on ne le fait plus. Ce sont des pigments organiques, mais également l'idée c'est que ce sont des os. Donc quand on brûle un os, on carbonise la matière et ça donne ce type de noir. Noir oxyde, c'est un noir inorganique, donc un minéral. Et le noir de fumée, bien c'est la fumée de lampe, la suie qui a historiquement été utilisée pour créer ces pigments, cette peinture. Donc, ce qui reste à la fin de combustion d'huile ou de carburant, noir de fumée. Avec mon mélange, premier mélange noir, ivoire, jaune, ocre, je vais procéder avec une toute petite touche de noir. Donc dans ce cas-là, je vais ajouter une petite touche de noir à ma base claire, donc mon jaune ocre. C'est très facile de rajouter trop de noir. Voilà, c'est exactement ce qui m'arrive là. Beaucoup trop de noir par rapport à mon jaune. Et on n'arrive plus à voir l'effet de ce jaune dans le mélange. Et vous allez être étonné, mais ça, ce que je fais là, c'est comme ça que les anciens maîtres de la peinture mélangeaient les verts. Ce sont les noirs et des jaunes, ou alors des couleurs d'origine terre, comme terre de sienne brûlée, terre de sienne naturelle. Il y a également des pigments qui s'appelaient terre verte, qui étaient vraiment des terres de couleurs, de teintes différentes, qui étaient utilisées avec différentes variantes de jaune pour mélanger les verts. Et c'est pour ça que les verts qu'on voit dans les tableaux anciens n'ont pas grand-chose à voir en fait avec les verres que nous utilisons maintenant. Et voilà, là par exemple, je dirais que ça s'approche un peu des verts, mais c'est quand même assez loin de ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est tout à fait la palette de verts que les anciens maîtres utilisaient.
Regardez là, c'est une couleur tout à fait naturelle, mais maintenant, je pense que très peu d'entre vous l'utiliseraient pour peindre le feuillage d'un arbre. Et dans le passé, avant l'invention, la synthèse de pigments comme nous l'avons aujourd'hui, le vert phthalo et bien d'autres, c'est comme ça que les anciens mélangeaient leur verre. Et même le verre oxyde est apparu dans les années 1800. Hein, donc les grands maîtres comme Botticelli, Raphaël, etc. n'avaient pas ces pigments à disposition, ces verres sortis du tube. Et la raison pour laquelle ils n'utilisaient pas de bleu pour mélanger leur verre, c'est tout simplement une question de prix et de coût. C'est que les pigments bleus étaient très chers. En fait, tous les pigments étaient très chers, mais certains étaient beaucoup plus chers que d'autres. Et c'était tout à fait inimaginable de mélanger le bleu pour en faire autre chose. Le bleu, on l'utilisait à l'état pur. Et à tel point que quand quand un riche noble commandait un tableau, un portrait ou que sais-je, en fait, il payait par avance pour les pigments pour permettre au peintre d'acheter les pigments et commencer à peindre. Et ensuite, bien sûr, il payait le prix total de la peinture à livraison, mais pour pouvoir démarrer le tableau, très souvent, soit le peintre exigeait qu'on paye pour les pigments avant qu'il commence le travail, ou bien l'acheteur, la personne qui commandait le tableau, c'était pratique courante de proposer de payer pour les pigments. Parce que tous les pigments étaient vraiment beaucoup, beaucoup plus chers par rapport en proportion à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, si vous pensez que les tubes de peinture acrylique ou à l'huile sont chers, eh bien, à l'époque, c'était probablement 100 fois plus cher par rapport à notre pouvoir d'achat actuel. Et bien sûr, parce que le transport, les pigments provenaient souvent de minéraux qui provenaient de pays lointains. Et un petit peu comme les épices, hein, c'était très très cher. On n'utilisait pas de poivre et de piment, etc., ou de cannelle. C'était vraiment des produits de luxe. C'est bien la même chose pour les pigments qui provenaient de pays lointains souvent. C'était extrêmement, extrêmement onéreux pour le peintre et aussi pour l'acheteur, hein, pour les deux. Ici, vous voyez, j'avance plus vers les jaunes plus clairs, plus lumineux, et j'obtiens des verts anciens. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on appellerait ça des verts, on dirait que c'est peut-être des noirs, des bruns, des... Voilà, celui-ci est pas mal vert, je trouve, en fait, noir oxydé. Bon, jaune citron, pour moi, c'est déjà pas mal vert. Et comme vous voyez, tout est relatif. Hein. Si je regarde ma première rangée tout en haut, c'est vraiment très brun. Par contre, ici, cette rangée-là, en comparaison avec la rangée du haut, c'est déjà pas mal vert. C'est vraiment intéressant. Là. Les couleurs, c'est toujours relatif. Hein. Notre cerveau interprète ça toujours de façon relative. Et voilà une palette ancienne de vert ancien. Donc si vous voulez vous amuser à peindre un paysage avec un style ancien, faire du vintage, c'est tout à fait la gamme de couleurs qu'il faut choisir. Alors bien sûr, on peut se dire les tableaux qu'on regarde aujourd'hui, qui sont arrivés, qui sont là depuis des siècles,
Bien sûr, il y a une partie de vieillissement. C'est clair que probablement que les pigments, les couleurs que nous voyons aujourd'hui n'étaient pas tout à fait les mêmes parce qu'il y a oxydation, il y a vieillissement des pigments, mais également des vernis. Les vernis aussi jaunissent au fur et à mesure. Et probablement que tout cela influence ce qu'on voit. Donc on ne peut pas dire que les couleurs qu'on voit aujourd'hui sur les tableaux anciens sont exactement celles qui ont été utilisées pour les peindre, mais on sait que les pigments que les anciens utilisaient pour peindre leurs arbres, leurs feuillages, etc., n'étaient pas des bleus et des jaunes, mais étaient des noirs et des différents types de terre et des jaunes. Donc c'était beaucoup moins vert que ce qu'on a l'habitude de voir maintenant. Et je trouve cet exercice vraiment intéressant. Un petit voyage dans l'historique de la peinture et une petite exploration des différents noirs que nous avons aujourd'hui. Donc, utilisez du noir avec vos couleurs. Par contre, rappelez-vous que le noir, c'est aussi une couleur, que ce n'est pas jamais simplement du noir. Voici mon nuancier ancien fini. Je trouve vraiment intéressant ces rangées en bas avec le jaune citron et ces mélanges beaucoup plus neutres au milieu. Et également la différence entre les noirs. Alors c'est peut-être pas très frappant à travers la caméra, mais je trouve que celui-là, le noir oxyde, c'est vraiment le noir le plus neutre, qui n'est pas trop chaud ni trop froid. Et les autres ont clairement des caractéristiques différentes. J'ai oublié de mentionner qu'il y a aussi un bleu de céruléum. Je ne l'ai pas utilisé dans ma première version. J'ai fait mes mélanges et je vous montre maintenant ce qui se passe quand on prend le bleu de céruléum en plus de ces bleus que j'ai utilisés auparavant. C'est un bleu qui est très beau et voilà, maintenant je vais vous montrer encore une fois ce qui se passe quand on prend les bleus et le jaune ocre ou cette jaune qui est vraiment orangé. On obtient ces couleurs très très neutralisées et voilà la roue, le cercle chromatique ou la roue de couleurs et voilà les deux couleurs complémentaires. Donc vous voyez ce que je disais, ils sont à l'opposé, le violet et l'orange et le bleu et l'orange, le bleu et le rouge, etc. Donc ce qui se passe, quand vous avez cet outil, vous allez pouvoir savoir quelles sont les couleurs complémentaires et qu'est-ce qui se passe quand on mélange ces deux couleurs. Et également, qu'est-ce qui se passe quand on combine différentes couleurs. Donc vraiment un outil très pratique. Je vous conseille de vous le procurer si vous ne l'avez pas encore. Et c'est pour ça, explication bleu, violet, orange s'annule quelque part. Je me suis amusée à cueillir différentes feuilles dans mon jardin, dans les environs de la maison, et je vais voir si j'arrive en fait à trouver quelque chose qui est assez proche. Est-ce que j'ai suffisamment de vert pour vraiment peindre des vraies feuilles? Voilà une feuille de ginkgo qui est assez jaune. Et je vais voir peut-être que ma palette de vert ancien peut m'aider parce que je trouve que c'est vraiment c'est pas mal. Ce noir avec ce jaune citron, regardez, ça fonctionne. Maintenant ça c'est des feuilles de rosier très brun en fait. Quand on y regarde de plus près, là c'est assez proche je trouve, c'est pas mal du tout. Regardez, ouais, c'est exact, c'est parfait.
Et là, il n'y a pas de vert, pardon, de bleu, c'est du noir et du jaune. Ça, c'est encore une feuille de rosier, mais un peu plus jaune, un peu plus jeune, pardon. Mais également, intéressant, assez foncé, hein. C'est assez foncé. Je ne sais pas lequel s'approche le plus, peut-être même celui-ci, le bleu de céruléum, est peut-être encore plus proche. Peut-être en version un peu plus foncée. Ou alors celui-là, bleu de cobalt, avec le jaune citron. Encore un autre exemple. Feuille de Mirabelle, arbre de Mirabelle. Regardez à quel point c'est foncé. C'est un vert, mais c'est presque noir, hein. C'est fou. Encore une feuille très foncée. Un noix de Grenoble, un noyer, très foncé également. J'essaye ma palette ancienne. Peut-être un peu trop de vert là-dedans, un peu trop de bleu. Je pense que c'est celui-là, bleu de Prusse ou bien bleu indigo et jaune ocre. Maintenant, je pense qu'il s'agit d'un lierre, très jaune en fait, beaucoup plus clair. Ah, ici, c'est pas mal du tout. Ouais, je pense qu'on a un gagnant ici. Et regardez exactement ça. Donc bleu céruléum et jaune cadmium foncé. Parfait, 100% identique. Très marrant cet exercice, je vous invite à le faire aussi. Comparez ce que vous avez en face, en bas de chez vous. Également un lierre très très foncé. Ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant. Quand on peint, en fait, on a tendance souvent à faire beaucoup trop clair, hein. Les verts dans la nature sont souvent très très foncés. À part quelques exceptions ici, dans mon mélange, vous allez voir, c'est assez foncé. Là, peut-être un des anciens verres peut fonctionner, ou peut-être un de ceux-là. Mais vous voyez, à nouveau, on est vraiment dans des très foncés. Peut-être celui-ci, bleu outre-mer et cadmium moyen. Ouais, c'est pas mal. Un vert un peu plus... Oh, petite araignée, regardez. Panique. Grosse panique. Je pense qu'on est plus dans des jaunes clairs. On est trop dans les... un peu trop vert pour cette palette de vert ancien, mais peut-être pas mal aussi. Avec le bleu de céruléum, on n'est pas trop loin. Je trouve que c'est pas mal. Et des fois, c'est pas évident, hein, c'est pas exactement. Donc peut-être qu'il faudrait prendre et mélanger ce vert vraiment séparément. Mais on n'est pas trop loin. Alors, beaucoup plus jaune pour cette feuille-là. Je ne sais pas exactement. Peut-être un de ces verts-là avec un peu plus de jaune. Ouais, ça, c'est trop foncé, en tout cas le milieu. Peut-être cela, cette version-là avec un peu plus de jaune. Ça, c'est de la lavande. Et là, je pense que c'est vraiment ce bleu, gris, vert. Alors, c'est vraiment presque pas vert. C'est très, très gris. Et ça, c'est une variante de sauge qui a également un côté plus foncé et l'autre côté
qui est vraiment grisâtre, donc ça va dépendre aussi de... Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout cette palette-là. Par contre, on va essayer de faire un mélange de cette feuille de lavande parce que je n'ai pas vraiment quelque chose qui est 100% correct. Et donc je prends ce bleu indigo, je prends ce jaune ocre et un petit peu de blanc. Et je pense qu'avec ces trois couleurs, je vais pouvoir y arriver. Et on va ensuite tester sur la feuille blanche si on arrive à faire exactement le bon mélange. Et ça, c'est bien sûr un excellent exercice si vous voulez faire ça chez vous aussi. Prenez des feuilles, prenez votre nuancier et amusez-vous à mélanger vos couleurs avec bien sûr la bonne température, la bonne valeur, etc. Je rajoute un peu plus de blanc. Alors le blanc, ça désature tout de suite, ça enlève tout de suite de la saturation à mon mélange, ça le rend aussi beaucoup plus froid, donc on perd en température, ça devient vraiment beaucoup trop froid. Je vais corriger ça en rajoutant plus d'ocre dans mon mélange. Et là, il faut simplement être patient et progresser. Procéder par petites touches pour arriver à la valeur et à la température voulue. Encore un peu plus d'ocre. Et vous voyez, je suis partie d'un mélange sur mon nuancier qui était beaucoup plus foncé. Mais en ajoutant du blanc et en ayant le bon dosage entre le bleu indigo et l'ocre, j'arrive à reproduire cette couleur. Et c'est vraiment très loin des verts sortis du tube, mais c'est une couleur qui représente vraiment la couleur des tiges de lavande. Regardez, c'est fou. Mais par rapport au vert en bas, hein, on dirait que c'est vraiment du gris. Donc tout est vraiment très relatif. Voilà, regardez, je pense qu'on est assez proche. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous inspire à faire cet exercice. Prenez le temps, prenez tous vos tubes, prenez tous vos noirs, si vous en avez qu'un, prenez votre noir, prenez votre cercle chromatique pour continuer à apprendre à mélanger les couleurs, les peintures. À très bientôt. Je veux maintenant rapidement vous montrer quelques tableaux qui sont vraiment très anciens, avant l'invention de ces pigments verts modernes, comme on les connaît maintenant. Regardez cette première peinture qui date de 1633. On voit ce vert dans les arbres, vraiment, qui est vraiment un vert ancien, donc ce mélange de noir avec le jaune, plutôt que le bleu avec le jaune. Donc notre ancienne palette fonctionne très bien. Même chose ici, 1629, vous voyez des verts très foncés. Alors bien sûr, comme j'ai dit, ça peut être dû au vieillissement de la peinture. Ce sont des tableaux à l'huile, oxydation, etc. Mais quand même, on voit que ce sont des verts très foncés qui ont été mélangés probablement, très probablement, avec des pigments noirs ou alors des verts qui contiennent des pigments qui contiennent du cuivre et qui donnent des pigments qui vieillissent et qui s'oxydent et qui donnent des verts beaucoup plus foncés que ce qu'on utiliserait aujourd'hui. Alors, magnifique tableau de Botticelli, également regardez ces verts, pas du tout les verts d'une couleur, d'une palette moderne, ce sont des verts anciens. Et bien sûr, ce tableau qui est très ancien, 1480,
bien sûr, vieillissement également, mais Botticelli n'avait pas les verres phthalo et les verres oxyde de chrome tels que nous les connaissons maintenant. Il mélangeait ces verres de façon très différente avec cette ancienne palette de couleurs. Et la dernière image que je veux vous montrer aujourd'hui, regardez ici également, il y a des verts, mais ces verts sont extrêmement foncés et très très neutralisés. C'est cyprès en arrière-plan et cette manche en avant-plan de cette Madone. Par contre, ce bleu, c'est ce que je vous disais que ces pigments bleus extrêmement précieux étaient réservés vraiment à utiliser à l'état pur. Et c'est le cas ici. Cette robe et utiliser ce pigment à l'état pur, ou peut-être mélanger avec d'autres bleus ou d'autres variantes pour modifier bien sûr la saturation, l'intensité de ce bleu, mais ce bleu n'était pas utilisé pour mélanger avec des jaunes et créer du vert. C'était vraiment trop précieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Au revoir.